À la une de ce journal, nous parlerons de la célébration de la 16e journée mondiale de lutte contre le paludisme qui s'est tenue à Agboville. Immobilier, 32 enseignants-chercheurs ayant souscrit au projet immobilier de la cité Prestige ont réceptionné les clés de leur villa des mains du promoteur à Bingerville. Dans la région du Sud Comoé, précisément à Aboisseau, le Lions Club Aboisseau-Saint-Louis a fait don de sang. Et puis nous irons à Bandoukou pour découvrir la danse guerrière, le Sakraboutou. Des précisions dans ce journal. Madame, Monsieur, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal sur Business 24 Africa. Parlons santé pour débuter. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a initié une cérémonie de célébration relative à la 16e journée mondiale de lutte contre le paludisme à Grand-Maurier dans la localité d'Agboville. Cette célébration a été l'occasion pour les autorités de sensibiliser les populations à l'usage des moyens et lutte contre le paludisme, de faire des dons en matériel d'assainissement et engins motorisés. Le reportage est signé Michel Brou et Ismaël Doza. Zéro paludisme dans la région de Kinshasa. Nous vous engageons. Le village de Grand-Maurier à Agboville, dans la région de la Niébi-Tiassa, a vécu au rythme de la célébration de la 16e journée mondiale de lutte contre le paludisme. Guides religieux, élus locaux, leaders communautaires, élèves, toutes les couches sociales étaient mobilisées pour la réussite de cet événement. La Niébi-Tiassa est comptée parmi les foyers touchés par ce fléau. Nous avons voulu, à partir de Grand-Maurier, lancer un appel à l'ensemble des Ivoiriens et pourquoi pas à l'ensemble des pays africains, parce que vous avez vu qu'à partir des données donc, de l'OMS, le plus grand lot de cas de paludisme se trouve en Afrique. Près de 128 millions de personnes qui sont concernées et le taux donc, de décès est très élevé encore en Afrique. Donc il faut prendre l'engagement maintenant d'agir et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut non seulement prendre conscience, innover et mettre en œuvre, passer aux actions et être vraiment efficace sur le terrain pour que, comme certains pays d'Asie, d'Europe et d'Amérique qui ont pu éliminer donc, le paludisme, nous puissions éliminer le paludisme d'ici 2030. L'utilisation du nouveau vaccin, que nous appelons le vaccin RTSS, qui est le premier vaccin antipaludique recommandé par l'OMS pour prévenir le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. Et dans sa phase pilote, le vaccin contre le paludisme a sauvé près de 1 500 000 enfants dans 3 pays, notamment le Ghana, le Kenya et le Malawi. Et il y a au moins à ce jour 28 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, se sont engagés à introduire le vaccin antipaludique en 2024. Je voulais qu'on applaudisse le gouvernement de la Côte d'Ivoire. À l'heure actuelle, les stratégies de lutte antivectorielle arment l'essentiel de la lutte auront moins d'efficacité. À cet égard, il est important de mettre en place et d'exécuter un plan robuste de gestion de la résistance et l'USAID est prête à accompagner le pays à faire face à ces défis. Il est temps de parvenir à 0 cas de paludisme. Investir, innover, mettre en œuvre était le thème de la célébration de cette 16e journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a saisi l'occasion pour offrir aux populations du matériel de lutte contre le paludisme. New Space Africa conférence 2023 s'est terminée. La 2e édition du conclave africain sur le spatial a refermé ses portes vendredi après 4 jours de panels de communication et d'exposition sur l'industrie spatiale africaine. Objectif, trouver des voies et moyens pour améliorer le rang du continent dans la course au ciel. Issa Badini et Richard Akeke pour le clap de fin. Les lampions de New Space Africa Abidjan 2023 sont éteintes. Exposition, communication et panels ont donc pris fin après 4 jours qu'aura duré le conclave abidjanais de l'industrie spatiale africaine, non sans laisser des traces.
Cette conférence nous a permis de comprendre que désormais les sciences spatiales contribuent de façon transversale à l'amélioration de toutes nos activités socio-économiques. Ça part depuis, disons, l'administration territoriale, en passant par la sécurité, en passant par l'éducation, l'enseignement à distance et tout. Que dire encore des télécommunications dont tout le monde a besoin. Mais donc tout le monde, y compris même la santé, donc tout le monde y gagne. Et ce séminaire nous a permis d'éveiller notre conscience sur tous ces aspects. Grâce au panel, grâce aux thématiques qui ont été abordées, nous avons beaucoup appris et nous nous sommes rendus compte que nous devons capitaliser ces connaissances-là. Parrainée par le ministre Adama Diawara, cette édition, à défaut de régler les problèmes, a été celle qui les aura identifiés. Jusqu'ici, le continent africain n'a pu lancer qu'une cinquantaine de satellites dans l'espace sur près de 6000 engins en orbite. Si le défi de la Côte d'Ivoire, c'est de se doter d'une agence spatiale dans les jours et mois à venir, pour l'Union africaine, c'est de tripler le nombre de machines dans l'espace d'ici 2030. Et nous restons avec nos reporters Issa Badini et Richard Akeke pour parler de la gestion des collectivités territoriales. Le Salon international de la géomatique, édition 6, a refermé ses portes au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. L'un des grands engagements de ce salon aura été la signature de conventions entre le Comité national de télédétection et d'information géographique et le RIAFCO, Réseau des institutions africaines de financement des collectivités locales. C'est un mariage de raisons et d'intérêts. Sinon, la formalisation d'une union qui existait déjà. L'un fait technicien outillé dans la télédétection et de l'information géographique, l'autre regroupant les réseaux d'institutions de financement. Leur centre d'intérêt commun, les collectivités locales. Une union indispensable, somme toute, qui se réalise devant témoins à l'occasion de cette cérémonie de clôture de la 6e édition du Salon international de la géomatique. Nous avons signé un accord avec le CNTG pour lui permettre d'utiliser le réseau à travers l'Afrique. C'est-à-dire utiliser le réseau pour véhiculer toute la géomatique, toute l'expérience accumulée en Côte d'Ivoire à travers l'Afrique. Vous savez que le développement des collectivités nécessite des besoins financiers. Et à partir de la géomatique, on pourra pouvoir accroître les ressources. Pour nous, le travail que nous faisons, ça coûte de l'argent. Et ce qu'on a constaté, c'est que les communes n'étaient pas totalement toutes capables de financer tous ces genres de technologies qui, bien entendu, sont très importants pour elles. Donc le fait qu'on ait aujourd'hui cette signature de collaboration qui va permettre à ces communes-là d'avoir une facilité de financer ces actions qui vont leur permettre leur développement, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Télédétection, financement, digitalisation, collectivité locale. Il en a été vraiment question à cette 6e édition de la géomatique Abidjan 2023. Et c'est tout là l'intérêt, souligne experts et décideurs. On était venu pour partager nos expériences. On s'est retourné avec beaucoup d'expériences qu'on a acquises. Et différentes solutions aussi ont été présentées. Et nous sommes convaincus que l'Afrique peut se développer à travers la donnée. Le Salon de la géomatique édition 6, c'est de l'ordre de 4000 participants, 210 collectivités locales d'une vingtaine de pays, plus de 40 communications et 32 exposants. Vivement à l'édition 7. En vue d'une meilleure gestion intégrée des frontières de Côte d'Ivoire, un document relatif au plan d'action budgétisé a été validé les 9 et 10 novembre 2022 à Grand-Bassam. Ces documents, validés au cours d'un atelier, ont été remis au directeur de cabinet du Premier ministre pour transmission à Abidjan, Modésir Nascimento et Ismaël Toza. C'est un plan d'action échelonné sur 10 ans scindé en 2 phases. Il va contribuer à améliorer la gouvernance des frontières ivoiriennes, renforcer la sécurité et la cohésion sociale dans les zones frontalières, impulser une forte dynamique à la coopération transfrontalière,
avec les pays voisins et promouvoir le développement socio-économique harmonieux des populations. Ce document, élaboré par la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, a été remis au Premier ministre par l'entremise de son directeur de cabinet, Karim Traoré. Cette convention est le cadre référentiel de la politique des frontières de l'Union africaine en matière de coopération transfrontalière. Elle va faciliter la délimitation, la démarcation et la réaffirmation des frontières, faciliter également le règlement des conflits, le règlement pacifique des conflits à la frontière et promouvoir corrélativement la paix, la stabilité et l'intégration africaine. Cette remise marque l'aboutissement d'une mission hautement stratégique pour la paix, la sécurité et le développement de la Côte d'Ivoire, un réel besoin au regard des défis et enjeux actuels dans les zones frontalières. Selon Karim Traoré, directeur de cabinet du Premier ministre, à qui les documents ont été remis pour transfert au Premier ministre, ce plan offre une vision et des orientations claires au gouvernement qui en fera usage à tous égards. Autant nous avons le plan national de développement qui définit le cadre de gestion pour 5 ans à répétition, d'avoir un cadre de référence de la gestion des frontières. Donc ce projet de document que nous venons de réceptionner sera transmis à M. le Premier ministre et naturellement exploité, analysé en vue de son adoption. La mise en œuvre de ce plan est adossée à un budget quinquennal de 444 milliards 440 millions de francs CFA. Pour arriver à l'adoption de cette politique de gestion frontalière, l'État ivoirien compte aussi sur les partenaires au développement. Allons à la permanence du Sénat dans la commune de Cocody à Abidjan. Là-bas, le premier responsable de l'institution a reçu en audience une délégation de l'Association parlementaire des commissions finances de l'Afrique de l'Ouest. À l'ordre du jour, l'organisation à Abidjan dans le dernier trimestre 2024 de la conférence internationale de la Commission des finances panafricaines. Issa Badini pour le compte-rendu. C'est une délégation forte d'une dizaine de membres de la WAPAC qui a foulé la pelouse de la permanence du Sénat. À sa tête, son président, Association parlementaire des commissions finances de l'Afrique de l'Ouest, venait échanger avec le président Aoussou Jano Kouadio sur la vie de leur organisation, mais surtout sur l'organisation continentale. Donc, la Commission des affaires économiques et financières du Sénat ivoirien est membre de ces organisations, l'organisation ouest-africaine, l'organisation panafricaine, pour partager, sinon s'inspirer de ces expériences afin de nous aider, de nous accompagner dans notre mission parlementaire. Je suis donc heureux de savoir que d'ici la fin de l'année 2024, notamment novembre ou décembre 2024, se tiendra ici en Côte d'Ivoire cette conférence internationale de toutes les commissions des affaires économiques et financières des parlements africains ici. Le président vous a déjà répondu. Il vous a dit qu'ils ont donné leur accord et que cet événement se tiendra, Inch'Allah, à Yamoussoukro. Voilà l'objet de notre visite à son Excellence, Monsieur le Président du Sénat. Je vous remercie. La WAPAC est un cadre d'échange et de partage d'expériences entre les commissions des finances d'Afrique de l'Ouest sur les thématiques qui concernent les finances publiques, les bonnes pratiques en matière budgétaire, notamment de contrôle des finances publiques, de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption. Créée en 2009 au Ghana, la WAPAC regroupe les commissions finances de 12 des 15 parlements d'Afrique de l'Ouest. L'organisation vise entre autres à harmoniser et à standardiser le travail des commissions des finances de l'Afrique de l'Ouest. À la suite des prospections conduites dans les forêts ivoiriennes de 2004 à 2006, la forêt des marais Tanoé-Eyi dans la région de Tiapoum a été identifiée par le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire comme un site à haute valeur de la conservation de la biodiversité. Cependant, cette forêt primaire est menacée du fait des activités humaines. Aussi, un projet a été mis en place pour qu'elle devienne une réserve naturelle volontaire gérée par 11 villages. La phase active de ce projet a été lancée le mercredi 26 avril 2023 à Tiapoum devant nos reporters Philippe Zabo et Richard Akeke.
C'est une forêt marécageuse dominée par le raffia et située dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. La forêt des marais Tanoé-Eyi est d'une importance mondiale car elle regorge d'animaux rares en voie d'extinction ou de disparition. On y a même découvert tout récemment une race de batraciens dénommée Phrynobatrachus tanoensis. Depuis 2021, son statut a changé et elle est devenue une réserve naturelle volontaire, ce qui lui confère un nouveau statut. Cet atelier, c'était le lancement officiel des activités de gestion de la nouvelle réserve naturelle volontaire forêt des marais Tanoé-Eyi, couplé à la présentation d'un projet soutenu par la Direction du développement de la coopération suisse qui s'appelle projet AMR, à savoir autonomisation en milieu rural. L'autonomisation en milieu rural ici consiste à donner le pouvoir aux communautés de gérer leur patrimoine naturel, en l'occurrence la forêt des marais Tanoé-Eyi, qui est une forêt de près de 11 000 hectares dans l'extrême sud-est de la Côte d'Ivoire, qui est une forêt extrêmement importante pour la conservation de la biodiversité en Côte d'Ivoire. Le nouveau statut de la forêt des marais Tanoé-Eyi implique de nouveaux objectifs. Impliquer les communautés des 11 villages de la jouxte et les autorités locales dans sa gestion quotidienne. Nous avons organisé les jeunes. Nous avons par exemple demandé aux jeunes gens de faire de l'élevage. Parce que tu ne peux pas interdire à quelqu'un d'aller en forêt puisqu'il a besoin d'animal. Donc, nous avons formé les jeunes en élevage. Je crois que chaque village va essayer de réfléchir comment essayer d'insérer les jeunes. Les objectifs de cet atelier étaient de rappeler le processus de classement de la forêt, son mode actuel de gestion et de présenter les opportunités du projet. Intéressons-nous au secteur du logement dans ce journal. C'est un ouf de soulagement pour les enseignants-chercheurs, premiers souscripteurs du projet immobilier de la cité Prestige porté par Zo et Non Immobilier. 32 d'entre eux ont réceptionné les clés de leur villa des mains du promoteur de la cité Prestige à Bingerville. La cérémonie de remise a eu lieu en présence des autorités administratives, universitaires et coutumières. Konina Nourgo et Ismaël Doza nous en parlent. Après la pose de la première pierre en avril 2018, la cité Prestige de Zo et Non Immobilier à Bingerville est désormais prête à accueillir ses premiers habitants qui sont en majorité des enseignants-chercheurs. Ce sont donc 32 villas duplex et villas basses de 5, 4 et 3 pièces qui ont été livrées ce jeudi 27 avril 2023 par le promoteur. Des habitations bâties dans les règles de l'art selon le responsable de Zo et Non Immobilier. Et c'est le directeur de l'immobilier, je pourrais dire des opérations immobilières au ministère de la Construction qui a présidé la cérémonie à la place du ministre de la Construction, pour dire que nous sommes en règle. Et nous avons fait toutes les études ici, de sorte que les villas que nous offrons à nos clients en toute sécurité, pour que ceux-là aussi en bénéficient en long terme. Voilà, ici, nous avons notre agrément promoteur, nous avons notre agrément de notre programme immobilier, communément appelé le permis de construire, et le terrain, il y a l'ACD. Et nous faisons aussi le morcellement individuel pour faciliter les acquisitions pour les clients. Oui, nous avons le projet, nous comptons construire la ville de Boaké, les mêmes modèles de logement. Nous comptons le faire à Daloa, nous comptons le faire à Mans, à San Pedro, je veux dire dans toutes les villes d'abord où sont bâties les universités. Bonne qualité des ouvrages, des villas spacieuses, des prix abordables et un promoteur digne de confiance. Des qualités qui ont convaincu les souscripteurs et les invités. Nous ne pouvons que être satisfaits compte tenu de ce que j'ai évoqué, de la difficulté d'accès au logement de l'Ivoirien en particulier et particulièrement de l'enseignant. Ils sont dans un domaine important pour la politique du président Alassane Ouattara. Le logement, ça a été difficile, mais ça commence à prendre. La cité Prestige de Zo et Non Immobilier sera bâtie sur 38 hectares. Elle va comprendre 619 logements. D'ici la fin de l'année 2023, le promoteur entend livrer la deuxième vague d'une 50aine de villas. Intéressons-nous aux activités des clubs services et rendons-nous dans le sud de Comoé, précisément à Aboisseau. Le Lions Club Aboisseau-Saint-Louis a fait œuvre utile en répondant à l'appel du Centre national de transfusion sanguine.
Avec son partenaire Sud Komoé Caoutchouc, il a fait don de sang pour apporter son soutien à la demande en produits sanguins qui se fait pressant. Ces personnes sont des donneurs volontaires de sang. Elles le font dans le cadre d'un partenariat entre Sud Komoé Caoutchouc et le Lions Club à Boisseau 108. Objectif, participer à la réduction de la forte pénurie de poches de sang en Côte d'Ivoire. La quantité de sang que nous avons est déficitaire. Or, le sang est indispensable tous les jours dans les actes médicaux. Vous avez vu que récemment, depuis quelque temps, le ministère du Transport fait une campagne pour réduire les accidents. Parce que chaque fois qu'il y a des accidents, il faut faire des transfusions. Mais nous sommes déficitaires en sang. Donc nous, notre club s'est engagé à contribuer, à collecter du sang et à sauver des vies. Sud Komoé Caoutchouc a pris une part active à cette opération. Par cet acte, l'entreprise exprime sa citoyenneté et montre sa préoccupation pour la santé des populations. Au niveau de la SCC elle-même, c'est une société de production, un opérateur économique, mais aussi une entreprise qu'on qualifierait de citoyenne qui contribue à l'essor socio-économique de la région d'implantation. Alors quand le Lions Club a demandé à ce que SCC devienne un de ses partenaires dans les activités qu'il fait dans le sens de la santé dans la région, évidemment on a répondu présent. Donc aujourd'hui ils sont venus chez nous faire une opération, une campagne de don de sang. Les donneurs volontaires, qu'ils soient membres du Lions Club ou travailleurs de l'entreprise, ont exprimé leur joie d'avoir fait œuvre utile. Je suis très heureux d'avoir fait ce don-là ce matin parce que je sais que mon don va permettre de sauver des vies et je considère cet acte comme un acte citoyen. Je pense d'ailleurs que tout le monde devrait donner son sang. La Côte d'Ivoire fait face à un déficit chronique de dons du sang. Chaque année, il manquerait entre 6 000 et 8 000 donneurs. À Daloa, le Conseil national des exportateurs, une structure sous tutelle du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, est à l'initiative du programme d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale. Le Conseil national des exportateurs a organisé une réunion plénière sur les fonctions transversales de la stratégie d'exportation. Cet atelier était un cadre d'échange entre les opérateurs économiques et les acteurs des fonctions transversales des banques et microfinances. On en sait plus dans cet élément que signe Djekou de Silva et commenté par Pierre Tebeu. Structure sous tutelle du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Le Conseil national des exportations est l'initiateur du programme d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale PACIR. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du programme financé par l'Union européenne que le CNE a organisé une réunion plénière sur les fonctions transversales de la stratégie d'exportation SNE. Dans le cadre de nos missions, nous avons une mission de déployer la culture d'exportation auprès des jeunes, auprès des primo-exportateurs, auprès des agriculteurs, auprès des femmes. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes aujourd'hui à l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa. Nous avons entretenu pendant plus de 3 heures une audience faite d'étudiants en sciences économiques et sociales, en agroforesterie, en droit, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et nous leur avons inculqué la notion d'exportation. Qu'est-ce que l'exportation et comment devenir exportateur? Un atelier d'échange entre les opérateurs économiques et les acteurs des fonctions transversales des banques, des microfinances et autres structures. Donc ce matin, nous avons reçu donc la délégation du Conseil national des exportations dans le cadre d'une grande conférence de vulgarisation de la culture d'exportation. Et je pense qu'on a eu vraiment une très bonne réunion. Notons que cette session organisée par le Conseil national des exportateurs est la 3e réunion du projet. Une réunion au cours de laquelle des orientations, des discussions ont été menées autour des fonctions transversales de la stratégie nationale d'exportation de Côte d'Ivoire.
Après Daloa, rendons-nous à Meyagui. Le conseil d'administration de la coopérative des éco-agriculteurs modernes de la ville a lors de l'exercice 2022 de la campagne café-cacao distribué la somme de plus de 424 millions de francs CFA de primes à ses producteurs. L'information a été donnée lors de la 16e Assemblée générale ordinaire de la coopérative des éco-agriculteurs modernes de Meyagui. Anja Sémion nous commente le reportage de Djekou de Silva. Daili, localité à 53 km de Meyagui, c'est ce village qui a été choisi par les membres de la Société coopérative des éco-agriculteurs modernes de Meyagui et son conseil d'administration. Et c'était pour la 16e Assemblée générale ordinaire. Dans son rapport, il a été révélé que la société coopérative a distribué aux producteurs membres la somme de 90 millions de francs CFA de primes à la certification et 334 822 000 francs de différentiel, soit un total de 424 822 000 francs CFA de primes à ses producteurs. En suivant les instructions du gouvernement, ECAMOM s'inscrit dans la dynamique de production de chocolat fait maison. Nous transformons nos fèves et nous avons notre propre marque de chocolat Elika que nous commercialisons depuis 2019. Et cela permet à la coopérative d'avoir des revenus additionnels. Nous encourageons nos membres à produire du cacao de bonne qualité et à rester fidèles à la coopérative ECAMOM. Le président du conseil d'administration, Mamadou Goro, appelle à une grande mobilisation des producteurs membres pour de meilleurs résultats et plus d'actions au profit des communautés. Cette année, on a pu travailler un peu grâce à la producteur. Ce n'était pas facile. Maladie sur le sud, beaucoup de maladies sur le sud, ce n'était pas facile. Mais Dieu merci, avec notre producteur qui était fidèle, ce qu'on pouvait faire, on a fait 7 000 et quelques. Notons que de nombreux partenaires techniques et financiers qui ont pris part à cette Assemblée générale ordinaire ont tous salué les performances de cette société coopérative qui est un modèle de réussite dans le domaine de la cacaoculture en Côte d'Ivoire. Dans cette même dynamique, à San Pedro, l'entreprise OCP Africa, en collaboration avec le Conseil Café Cacao, délégation régionale de San Pedro, a offert gratuitement de l'engrais à 4000 producteurs. C'était en présence de Marcel Koné, délégué régional du Conseil Café Cacao de San Pedro, du représentant de l'entreprise OCP Africa Côte d'Ivoire et des partenaires du secteur agricole. Ce sont 1500 tonnes d'engrais qui ont été remises gratuitement aux producteurs des 3 coopératives de la région, qui sont les sociétés coopératives CAL2B, CPAGB et CPSL. Un don effectué par OCP Africa à travers son programme Relief. Un don qui permettra à chaque producteur de recevoir 5 sacs d'engrais. Objectif, aider les producteurs de café cacao pour leur bien-être. Je dis merci à tous ceux qui ont initié cette cérémonie pour qu'on puisse gagner de l'engrais. Je suis très content parce que c'est la première fois que je vois ça. On est très content et je remercie la coopérative aussi. Ils ont fait bon travail à cause des café cacao. Ils ont nous donné don. Donc on est très heureux pour les remercier. On tient ce don pour dire merci beaucoup au circuit OCPV Africa qui a pensé aux producteurs, pour donner don d'engrais aux producteurs. Merci au Conseil Café Cacao, avec le 2G du Conseil Café Cacao, avec le président. Merci beaucoup, parce que ça fait 5 fois comme 5 ans aujourd'hui, le producteur n'a pas reçu ce don. Soulignons que l'entreprise OCP Africa compte offrir cet engrais à 40 000 producteurs dans toute la Côte d'Ivoire. L'entreprise OCP Africa promet également de faire bénéficier de bien d'autres projets aux producteurs pour leur bien-être. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, en prélude à la 4e édition de la conférence africaine en tribologie, précisément à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Les experts en tribologie ont offert des kits et tenues scolaires aux élèves des écoles primaires des villages environnants l'INPHB. Suivez. C'est le village d'Alangwa-Bessou qui a accueilli les experts en tribologie pour ce geste humanitaire. Conduite par le secrétaire général de l'INPHB,
La délégation est venue les mains chargées pour apporter la joie aux élèves des 3 villages environnants de l'INPHB. Cette forte délégation venue de l'Europe et de plusieurs pays hors de l'Europe sont venus à Yamoussoukro pour un séminaire sur la tribologie. Et cela ne peut se faire sans venir saluer nos parents qui sont à côté de nous. 390 élèves des classes de CP1, CP2 et CE1 qui ont reçu des tenues scolaires accompagnées de matériel didactique pour l'apprentissage. Nous mesurons à quel point l'éducation est importante pour le développement d'un pays. Et nous tenions à amener une contribution spécialement pour les petits écoliers. Un geste fort apprécié par les parents et l'inspectrice de l'enseignement primaire et préscolaire de Yamoussoukro. Au nom de la population d'Alangouang-Bessou et de Diakro, nous disons merci aux donateurs. Ce don est un grand soulagement et nous disons infiniment merci. Rappelons que ce geste social a été fait en prélude à la 4e édition de la conférence africaine en tribologie qui s'est déroulée à l'INPHB. Avant de refermer ce journal, allons à la découverte de la danse guerrière baptisée le Sakraboutou de Bondoukou. Cette danse qui fait la fierté des populations du quartier d'Onzonso et de toute la grande communauté musulmane de la ville aux 1000 mosquées. Plus de détails avec notre correspondant Anissé Kouadio. Bondoukou, l'après-midi de la célébration de la grande fête de Ramadan marquant la fin du jeûne musulman, il est de coutume pour une grande danse de sortir. C'est le Sakraboutou de Bondoukou. Cette danse parcourt tous les différents quartiers. Les jeunes, avec un déguisement spécial, le visage badigeonné de liquide ou de poudre noire, entrent avec cette danse guerrière qui traverse le temps depuis des millions d'années. Nos parents sont allés combattre et puis à leur retour, il fallait entonner des chants. Les tenues que vous voyez, c'est des tenues en apparence mystique, mais derrière ça, c'est des ancêtres qui l'ont porté. Et aujourd'hui, nous, on les porte. C'est le quartier d'Onzonso qui est le dépositaire et le gardien de cette danse. Bouraïma Ouattara Bazar, premier adjoint au maire de la commune de Bondoukou. Cette danse, c'est leur héritage. La danse Sakraboutou est une référence d'abord pour le quartier d'Onzonso. Parce qu'à partir de cette danse-là, on peut se référer à un quartier. Aux côtés de ces guerriers qui magnifient le Sakraboutou, se trouve également une autre danse, le Kroubi, exécutée par des jeunes filles avec des chasse-mouches, un autre pan de l'histoire traditionnelle, culturelle de Bondoukou. Vraiment, le Kroubi, ça nous fait plaisir de danser. Depuis toute petite, c'est comme ça, nos parents, voilà, de génération en génération, et c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Le Sakraboutou, cette danse guerrière, se veut un rendez-vous immanquable. Certains jeunes, à l'image de Ouattara Souadoukou, en ont fait un festival qui draine du monde. En tant que fils du quartier de Dosso et de la ville de Bondoukou, que nous puissions rehausser ce festival-là. Pour qu'on sache qu'à Bondoukou, nous avons une danse qui fait la fierté de la ville de Bondoukou. Le ministre-gouverneur du district autonome du Zonzon et l'ensemble des cadres de Bondoukou ont décidé de le promouvoir à l'échelle nationale et mondiale. Le Sakraboutou, chaque année, ce sont des milliers de personnes qui se donnent à cœur joie à ce rendez-vous magico-culturel qui ne laisse personne indifférent. C'est chic, hein? C'est doux. Eh bien, c'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.